Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Fatoumata Dama. Je suis ingénieure R&D chez Talent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apport de l'IA dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, LCBFT. Donc, ce sont des travaux qui ont été réalisés avec ma collègue Rita Slimane. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Talent. Talent est un groupe international français de conseil en innovation et transformation par la technologie. Le groupe possède un centre de recherche et d'innovation qui est composé d'une quinzaine de docteurs, donc une équipe de 15 docteurs dont je fais partie. Le centre anime environ 30 projets chaque année. Les travaux que je vais vous présenter ont été notamment réalisés dans le cadre du projet IA et lutte anti-blanchiment. Pour commencer ma présentation, je vous donnerai quelques éléments de contexte et je définirai aussi l'état de l'art. Ensuite, je présenterai notre étude, ses objectifs, le protocole expérimental qui a été utilisé ainsi que les résultats. Je discuterai également de l'importance capitale de l'explicabilité dans des domaines aussi sensibles que la lutte contre le blanchiment d'argent. Et pour finir, je présenterai les prochaines étapes de nos travaux. Donc, ma présentation va être un peu technique. Commençons par le contexte. Donc, le blanchiment d'argent, c'est le processus qui déguise les fonds illicites provenant d'activités illégales et les fait apparaître comme légitimes dans le système économique. Chaque année, environ 2 à 5% du PIB mondial est blanchi, ce qui représente environ 800 à 2000 milliards de dollars, faisant ainsi du blanchiment d'argent un enjeu sécuritaire important au plan mondial. En prenant le contexte franco-français, l'Agence de renseignement Tracfin publie chaque année des statistiques relatives à l'activité déclarative pour suspicion de blanchiment d'argent. En l'occurrence, en 2021, les enjeux financiers du blanchiment d'argent se sont chiffrés à plus de 28 milliards d'euros, soit environ le double du budget annuel du ministère de la Justice français. Pour vous donner un ordre de grandeur, par ailleurs, les déclarations de soupçons reçues par la plateforme ont été multipliées par 7 entre 2011 et 2021. Sans grande surprise, les institutions financières sont les plus exposées et représentent jusqu'à 90% des déclarations. Ainsi, on a vu plusieurs lois qui ont progressivement renforcé les obligations légales des institutions financières. En l'occurrence, elles ont un devoir de vigilance qui se traduit par la surveillance continue de leurs clients et des transactions qu'ils effectuent. Pour réaliser cette tâche de contrôle, les institutions financières ont recours à des outils de détection qui permettent d'identifier les opérations suspectes et de pouvoir lever des alertes. Cependant, les outils de détection actuellement utilisés sont principalement fondés sur des règles prédéfinies et possèdent des limites notables. En l'occurrence, ce sont des outils qui génèrent un très gros volume de faux positifs. Donc les faux positifs, c'est les fausses alertes qui n'auraient pas dû être générées et dont le traitement représente un coût opérationnel très important pour les institutions financières. Par ailleurs, la rigidité des règles prédéfinies empêche l'ajustement de ces outils-là aux modifications que les blanchisseurs peuvent apporter à leur stratégie de blanchiment, ce qui a aussi pour conséquence de nuire à la fiabilité de ces outils-là. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle se présente comme une solution prometteuse pour mettre en place des outils de détection à la fois fiables, flexibles et efficaces. Une analyse de l'état de l'art permet de distinguer 6 grandes catégories d'outils de détection de blanchiment d'argent.
Les 5 premières catégories sont composées d'algorithmes non supervisés qui sont utilisés, par exemple, pour classer les clients en différents niveaux de risque ou encore pour modéliser le comportement des clients et par la même occasion pouvoir détecter les comportements inhabituels. Toujours, quand on reste dans la catégorie des algorithmes non supervisés, on a aussi des modèles qui permettent de détecter les réseaux de blanchiment d'argent. Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la dernière catégorie de modèles qui est composée d'algorithmes supervisés qui sont donc entraînés pour identifier les patterns, pour reconnaître les patterns de blanchiment d'argent à partir de données historiques labellisées. Nous avons donc examiné 30 articles, donc 30 études qui se sont intéressées aux modèles de détection supervisés. Ces études ont 2 limites notables. La première limite concerne les algorithmes. En effet, ces études considèrent un petit nombre d'algorithmes qui sont souvent évalués dans des conditions expérimentales hétérogènes, ce qui a pour conséquence de favoriser certains modèles au détriment d'autres. La deuxième limite concerne les données. Les études qu'on a examinées considèrent effectivement un seul jeu de données, ce qui a pour conséquence d'avoir des résultats qui ne sont pas généralisables. Par ailleurs, quelques études considèrent également des jeux de données non financières, par exemple des données médicales ou des données de météo, pour avoir plusieurs points de comparaison entre les différents modèles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très critiquable et donne lieu à des résultats qui ne sont pas du tout pertinents pour le cas de la détection de blanchiment d'argent. En résumé, l'état de l'art actuel ne permet ni de quantifier la performance des modèles de détection supervisés, ni d'identifier les modèles les plus intéressants. Par ailleurs, le sujet très important de l'explicabilité a été très peu abordé dans la littérature. D'où notre étude. Donc, notre objectif, c'est de pallier aux limites identifiées précédemment. Pour cela, nous avons réalisé un benchmark qui intègre 5 jeux de données et 17 modèles de détection supervisés. Les modèles sont donc entraînés et évalués dans des conditions expérimentales et homogènes. Et nous avons également discuté l'aspect explicabilité, qui est très important pour garantir l'adoption de ces modèles-là par les experts du domaine. Donc là, un petit focus sur nos jeux de données. Nous avons utilisé 5 jeux de données qui sont composés de transactions bancaires de type transfert, paiement, dépôt, etc. Chaque transaction est labellisée normale, la classe 0 ou suspecte, la classe 1. Parmi les 5 jeux de données, 3 sont réels et 2 sont synthétiques. Les jeux de données réels ont été obtenus soit grâce à une méthode de scrapping de données, soit à travers des collaborations avec des institutions financières. Donc, c'est des jeux qui sont disponibles sur Kaggle, qu'on peut télécharger et utiliser. À l'opposé, les 2 jeux de données synthétiques ont été générés artificiellement grâce à des recherches, donc des travaux antérieurs qui se sont intéressés à la modélisation de plusieurs scénarios de blanchiment d'argent et à travers soit des graphes de connaissances ou des systèmes multi-agents. Maintenant, parlons un peu des algorithmes qu'on a considérés. Ils sont au nombre de 17, dont 13 modèles de machine learning et 4 modèles de deep learning. Parmi les modèles de machine learning, on a les arbres de décision, les modèles à ensemble qui sont composés de plusieurs arbres de décision, entraînés soit par la méthode du boosting ou celle du bagging. Les modèles standards de machine learning, donc les modèles standards de classification tels que la régression logistique ou encore le
le modèle des cas voisins les plus proches ont également été considérés. Pour ce qui concerne le deep learning, nous avons considéré 4 modèles, donc 4 modèles de perceptrons à 0, 1, 2 ou 3 couches latentes. Dans notre protocole expérimental, nous avons commencé par supprimer les données non pertinentes, non informatives. Il faut remarquer que nos jeux de données sont fortement déséquilibrés, ce qui est typiquement le cas pour les jeux de données de fraude. Donc, il est bien connu que cela peut entraîner des biais lors de l'apprentissage des modèles. Pour éviter cela, nous avons du coup équilibré nos données grâce à la méthode SMOT. Ensuite, chaque modèle a été entraîné et évalué sur les 5 jeux de données. Chaque jeu de données a été divisé en deux parties. Donc, un ensemble d'apprentissage, donc c'est la technique classique qui est utilisée, un ensemble d'apprentissage composé de 80% des instances et un ensemble de tests composé des 20% restants. Les hyperparamètres ont été calibrés par la méthode de la cross-validation. Et enfin, en termes de métriques d'évaluation, nous avons considéré la fiabilité, qui est une métrique qui permet de mesurer la capacité de détection du modèle, et l'efficacité qui permet de quantifier la capacité du modèle à réduire les faux positifs. Comme on a vu précédemment, les faux positifs qui représentent un vrai coût opérationnel pour les institutions financières. Sans transition, je passe à la présentation des résultats. Donc, sur cette première slide, nous présentons les scores moyens et les écarts types de la métrique de fiabilité pour les différents modèles testés. Nous avons considéré 2 modalités qui sont comparées ici. À gauche, la première modalité entraîne les données entraîne les modèles sur les données brutes, tandis que dans la deuxième modalité, les données sont entraînées les modèles sont entraînés sur les données équilibrées. Les résultats montrent qu'on constate une amélioration de la capacité de détection, donc une amélioration significative pour l'ensemble des modèles testés, donc entre 3% et 57%, lorsque les données sont équilibrées. Donc, cela montre bien l'intérêt d'équilibrer les données avant d'entraîner les modèles de détection. Ensuite, nous avons comparé la performance des différents modèles testés. Pour cela, nous avons réalisé une cartographie où chaque modèle est représenté par 2 coordonnées qui représentent d'une part le score moyen de fiabilité et d'autre part le score moyen d'efficacité obtenu par le modèle. Les résultats montrent que pour l'ensemble des modèles qui ont été testés, nous avons une bonne capacité de détection des transactions suspectes avec une fiabilité supérieure à 75%. Pour ce qui concerne la réduction des faux positifs, tous les modèles testés surpassent les outils de détection basés sur les règles prédéfinies avec un score d'efficacité supérieur à 15%, contre seulement 5% pour les outils actuels basés sur les règles prédéfinies. Par ailleurs, on constate que les modèles à ensemble d'arbres, notamment les modèles d'arbres boostés, obtiennent les meilleures performances avec un score d'efficacité et de fiabilité qui peut atteindre jusqu'à 90%. En résumé, nous pouvons du coup conclure que les modèles à ensemble d'arbres sont des outils intéressants pour les institutions financières qui cherchent à améliorer leur capacité de détection d'une part et d'autre part à réduire le coût opérationnel lié à leur système de surveillance.
Toutefois, l'adoption de ces outils basés sur l'IA par les experts du domaine se confronte au problème capital de l'explicabilité des alertes levées par ces outils-là. Donc l'explicabilité est un aspect très important qu'il faut considérer dans les études. Donc en parlant d'explicabilité, une définition toute simple. Donc, un modèle est dit explicable lorsque un être humain peut comprendre les éléments d'analyse qui ont amené le modèle à fournir une prédiction donnée. De manière générale, plus un modèle est complexe, moins il est interprétable. Lorsqu'on regarde en fait l'échelle d'explicabilité intrinsèque des modèles, les systèmes experts sont les modèles les plus transparents, suivis de près par les arbres de décision. Cependant, lorsqu'on combine plusieurs arbres de décision, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'arbres de décision, pour former un modèle à ensemble d'arbres, le modèle résultant est très complexe, donc difficilement interprétable. Néanmoins, il est tout à fait possible d'augmenter la confiance et la transparence des modèles à ensemble d'arbres en utilisant les techniques avancées d'explicabilité que je vais mentionner tout de suite. Notamment, nous avons plusieurs méthodes d'explicabilité qui ont été proposées dans la littérature. En particulier, les méthodes d'explicabilité post-hoc peuvent être appliquées aux ensembles basés sur les arbres de décision. Donc, ces méthodes permettent en fait de dériver une explication pour chaque prédiction fournie par le modèle. Les méthodes SHAP et PyXI sont deux exemples de méthodes d'explicabilité post-hoc. Donc, SHAP est une méthode très connue qui permet de quantifier l'apport de chaque feature, donc de chaque input, dans la prédiction finale du modèle. Donc, c'est une méthode qui peut être appliquée à tout type de modèle. À l'inverse, PyXI est une méthode spécifique au modèle basé sur les arbres de décision. Donc, son objectif, c'est de dériver les règles suivies par le modèle pour parvenir à une prédiction finale. Donc, ici, sur cette slide, je montre un exemple d'explication fournie par SHAP à gauche et par PyXI à droite pour une alerte levée par un modèle à ensemble d'arbres. Pour ce qui concerne l'explication de SHAP, on peut voir que trois variables se distinguent et ont une contribution, une influence significative sur le résultat final fourni par le modèle, qui est ici la classe fraude. Par contre, PyXI, les explications de PyXI se présentent sous forme d'intervalles de valeurs, donc des assertions, l'ensemble des conditions qui ont du coup amené le modèle à fournir la prédiction finale. Une chose intéressante sur les règles fournies par PyXI, c'est qu'elles viennent avec une garantie formelle. C'est-à-dire que quel que soit le cas qu'on prend, si l'instance vérifie l'ensemble des conditions, alors on est sûr que la prédiction finale sera fraude. Du coup, pour conclure, dans notre étude, nous avons évalué et comparé plusieurs modèles de détection de fraude financière sur plusieurs jeux de données. Nos résultats montrent que les modèles à ensemble d'arbres, notamment les arbres boostés, sont des outils intéressants qui doivent être considérés car ils obtiennent les meilleures performances en termes de fiabilité, également en termes d'efficacité opérationnelle. Nous avons également discuté de l'importance de l'explicabilité et donné des pistes pour améliorer la transparence des modèles à ensemble d'arbres de décision.
Pour nos travaux futurs, nous allons du coup nous intéresser d'une part à renforcer la robustesse de nos résultats en intégrant des données, donc des jeux de données supplémentaires dans notre benchmark. Ensuite, nous allons également nous intéresser à l'évaluation de plusieurs méthodes d'explicabilité qui seront appliquées au modèle à ensemble d'arbres. Donc l'objectif ici, ça sera de déterminer la meilleure façon d'extraire les règles suivies par les modèles à ensemble d'arbres. Et pour finir, nous allons aussi nous intéresser à l'évaluation de la pertinence des règles obtenues, notamment grâce à l'appui des experts du domaine. Donc ceci met fin à ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Parfait. Parfait sur le timing. On a une dizaine de minutes pour échanger. Donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à lever la main. Il y a plein de mains qui se lèvent. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question à propos des données réelles et synthétiques. Les scores étaient-ils similaires entre les données réelles et synthétiques? Et ces données synthétiques, est-ce qu'on a pu analyser si elles étaient représentatives des données réelles? La première question, s'il vous plaît. Au niveau des scores entre les données réelles et synthétiques, est-ce que c'était similaire ou pas? Oui, oui. En fait, vous pouvez voir ça ici sur les résultats au niveau de l'écart type. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment une très grosse différence, en fait, que le dataset soit réel ou synthétique. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les jeux de données synthétiques ont été vraiment générés dans des environnements, dans les environnements contrôlés. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre des cas spécifiques de fraude, donc de blanchiment d'argent, et de pouvoir les modéliser, soit avec des systèmes multi-agents ou avec des graphes de connaissances, et pouvoir derrière faire des simulations et pour obtenir des données synthétiques. L'intérêt en fait des données synthétiques ici, c'est que généralement c'est des jeux qui sont très grands et très utiles pour pouvoir développer et tester des algorithmes, parce qu'à l'opposé, les données réelles sont très peu disponibles dans la littérature. Voilà, donc c'est des données qui ont été utilisées plusieurs fois dans l'état de l'art et qui ont été éprouvées. Ça marche. Est-ce que j'ai le temps pour une deuxième petite rapide? Les variables n'étaient pas les mêmes entre les différents jeux de données. Non. Est-ce que l'explicabilité a permis de mettre en regard des variables des différents jeux pour faire une explicabilité, une méta-explicabilité entre les différents jeux de données? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploré. Parce que la partie explicabilité, on en est encore à nos débuts, on a testé quelques librairies. Ce qu'on a quand même identifié, c'est que généralement, parce que les méthodes d'explicabilité n'ont pas toujours les mêmes outputs, à travers les tests qu'on a effectués, on s'est rendu compte que les outputs sont quand même généralement cohérents d'une méthode à une autre. Mais ce qui est de faire une méta-explicabilité, une sorte d'explicabilité qui serait valable pour tous les datasets, c'est un travail qu'on n'a pas encore réalisé. Et je pense que c'est quelque chose qui est très laborieux parce que voilà, les données sont vraiment très hétérogènes en fait. C'est pas les mêmes variables, c'est pas les mêmes applications, parce qu'on a des données qui sont composées de transactions bancaires standards, donc classiques, et les données qui sont issues de la blockchain. Donc ça varie vraiment beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est intéressant qu'on va explorer, mais qui ne sera pas facile. Ça marche. J'en profite pour donner juste le nom de Clément Bénard, qui a fait une thèse sur l'explicabilité sur les forêts aléatoires. Voilà, si ça peut être d'intérêt, c'est une thèse de 2021. D'accord. Merci pour la référence. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Alors j'aurais deux questions, mais les deux sont liées.
Ce que j'ai l'impression quand même, c'est qu'un des problèmes majeurs du problème que vous essayez de régler, c'est le problème de l'unbalance des classes. C'est-à-dire que normalement, vous devriez avoir très peu de cas suspects et beaucoup de cas non suspects. Est-ce que peut-être vous pouvez préciser cette proportion que vous avez dans les datasets que vous avez utilisés? Et puis la deuxième, pour régler ce problème-là, vous avez décidé d'utiliser SMOT. Alors, est-ce que vous avez une explication de pourquoi? Est-ce que vous avez envisagé d'autres techniques? Et est-ce que c'est peut-être un axe d'évaluation que vous allez tester par la suite? Ok. Pour répondre à la première question, en fait, c'est le fait que les données soient vraiment déséquilibrées, qu'il y ait beaucoup moins de transactions frauduleuses, c'est une propriété qui est vraiment typique des datasets de fraude. Donc ici, en fait, les proportions varient d'un dataset à l'autre parce que, en fait, je pense que c'est lié à la collecte des données. Sinon, de manière générale, dans les jeux de données de fraude, on a moins de 10% de fraude. Parfois, le taux peut aller jusqu'à 1 pour 1000, même 1 pour 10 000. Donc, ça dépend de la façon dont les données ont été collectées. Et je pense aussi que certains datasets sont vraiment construits pour qu'on ait plus ou moins de cas de fraude. Donc, plus ou moins un niveau de déséquilibre plus ou moins élevé. Donc, pour équilibrer les données, donc, on a utilisé la méthode SMOT, parce que c'est une méthode qui est simple à mettre en place. Pour expliquer un peu le principe de la méthode, elle marche par interpolation linéaire. Donc l'idée, c'est on peut imaginer ça en 2 dimensions. Donc on a des points. Donc les fraudes, les transactions suspectes sont représentées par des points, donc ils doivent former une sorte de cluster. Donc l'idée, c'est de venir faire de l'interpolation et de mettre des points supplémentaires autour des cas de fraude. Donc c'est une méthode qui est très simple et très rapide à mettre en place. C'est pour cela que notre choix s'est porté sur celle-là. Sinon, on aurait pu utiliser d'autres méthodes. On aurait pu utiliser, par exemple, des GAN pour générer des données synthétiques supplémentaires. Mais cette étape nécessitait d'entraîner un modèle de réseau de neurones. Donc, pour cela, il faut déjà avoir beaucoup de jeux de données, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans certains datasets. Donc, c'était vraiment le choix de la facilité. Par contre, d'autres types de méthodes auraient pu être considérées à la place de SMOT. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'avais juste une question par rapport aux métriques utilisées. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez utilisé indépendamment la fiabilité et l'efficacité et pas, par exemple, le F1 qui combine les deux un peu? Oui, le score F1, c'est une sorte de moyenne entre du coup, la fiabilité et l'efficacité opérationnelle. On a fait le choix de vraiment distinguer les deux pour mettre vraiment en évidence la capacité des modèles. Parce qu'on peut avoir des modèles qui auraient une bonne capacité de détection, donc un score de fiabilité élevé, mais qui vont avoir tendance à générer beaucoup de faux positifs. Donc, on a vraiment fait le choix de distinguer les deux pour pouvoir, du coup, faire une analyse bidimensionnelle, en fait. D'accord, merci. Et juste, vous mentionnez que l'explicabilité est une priorité à futur. Je vous conseille une étude de Marseban. En fait, c'est un chercheur à Lyon. Il a travaillé avec la Direction générale des finances publiques, justement, dans une méthode adaptée de KNN qui s'appelle Gamma KNN, qui est interprétable intrinsèquement, puisque KNN, avec les distances, on peut vraiment expliquer les décisions prises. Donc voilà, juste parce que j'imagine que quand vous avez utilisé KNN, quand vous l'avez testé, c'est KNN la version classique, normale. Oui, classique. D'accord, super. Gamma KNN, ok. Merci beaucoup. Merci pour la ref. Merci bien, on a encore le temps pour une question. Bonjour et merci. On reste dans le domaine de l'explicabilité. Est-ce que dans votre graphique tout à l'heure, vous avez mentionné explicabilité et je vois en abscisse interprétabilité du modèle. Est-ce que vous faites une différence entre explicabilité et interprétabilité? Et si oui, laquelle? Moi, personnellement, je n'en fais pas.
Mais je sais que parfois il y a des travaux qui introduisent des nuances entre explicabilité et interprétabilité. Et d'après ces travaux, l'interprétabilité, c'est plus une notion de... On sait ce qui est fait en fait avec les inputs du modèle. Donc, on sait quels sont les traitements qui sont à peu près faits sur les données. En entrée, par exemple, dans une régression linéaire, on sait comment les données sont un peu agrégées pour donner la prédiction finale. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait dans les modèles black box, vraiment black box, où on donne une entrée, en sortie on a un output sans savoir quel est le traitement qui est fait entre les deux. Donc dans ces études-là, ils présentent l'interprétabilité comme un niveau en fait en dessous, qui est vraiment dédié aux data scientists, et l'explicabilité comme un niveau qui serait accessible à toute personne ayant peut-être moins de connaissances techniques sur les modèles d'intelligence artificielle. Mais moi, ici, je ne fais pas la distinction entre les deux. Un modèle explicable, interprétabilité, pour moi, ici, c'est un synonyme d'explicabilité. D'accord, merci. Et juste une seconde question. Vous avez parlé des modèles de deep que vous avez utilisés, deep learning que vous avez utilisés, et vous avez parlé des perceptrons multicouches. Oui. Je voudrais une précision, parce que pour moi, le perceptron multicouche, c'est pas du deep learning. Comment? C'est pas du deep learning pour moi. Mais je voulais voir votre c'est votre un débat, point de vue. Ça. Pour moi, c'est du deep learning. Dès lors qu'on a une couche latente ou deux couches latentes, on commence à parler du deep learning. Mais je comprends votre remarque, parce qu'en parlant de deep learning, on pourrait s'attendre à des modèles hyper sophistiqués qu'on aurait pu considérer ici, mais on n'a pas assez de données pour ça. C'est pour ça qu'on s'est limité vraiment à des architectures assez simples. Et quand on regarde même l'état de l'art de la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est généralement ce type d'architecture qui revient. Donc les perceptrons à 2, 3, 4 couches latentes. Il y a quelques recherches qui ont utilisé les variational autoencoders pour faire de la détection de fraude. Ici, on a fait le choix de ne pas intégrer ces modèles-là parce que on n'avait pas assez de données pour les entraîner. Donc c'est deep au sens les modèles basiques en fait de deep learning. On n'est pas vraiment dans des ordres de grandeur avec des modèles qui ont plusieurs millions de paramètres. Bonjour, donc moi j'ai une petite question sur la labellisation des données. Parce que l'enjeu de tout votre travail, c'est de détecter plus de fraude. Et donc, en fait, comment on est capable de labelliser correctement les données d'entrée, sachant qu'on n'est pas capable de détecter, on est capable de détecter qu'une infime partie de la fraude en général. C'est une question très intéressante. En fait, la question ne se pose pas pour les données synthétiques parce qu'ils sont générés dans un environnement contrôlé. Donc, on part en fait des schémas de blanchiment d'argent, on les modélise et on génère des données. Donc là, la labellisation, elle est déjà faite. Par contre, pour les données réelles, c'est une vraie question. Concernant, par exemple, les données issues des institutions financières, je pense que les données qui sont données, les données qui sont labellisées, elles sont faites à travers des enquêtes en fait. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs processus. Une fois qu'on a détecté une fraude, une suspicion de fraude, donc on lève une alerte. Après, il y a des analystes en fait qui examinent derrière les alertes et qui essaient de voir si c'est un cas avéré de fraude ou pas, et qui permettent du coup soit de garder la classe fraude ou de mettre une classe normale en classant l'alerte. C'est comme ça que la labellisation elle est faite. Et par ailleurs, il y a une autre technique de labellisation qui est plus utilisée dans le domaine de la blockchain. Donc, on appelle ça de la labellisation communautaire, donc collaborative. Donc l'idée, c'est que les utilisateurs de crypto-monnaies peuvent signaler des comptes frauduleux. Donc si vous avez été, par exemple, victime d'escroquerie ou de chantage, vous avez la possibilité de signaler les comptes. Donc là, c'est du déclaratif aussi, encore une fois.
Donc, la labellisation des données, c'est un réel problème. Donc, mais nous, on part vraiment du principe que les données sont bien labellisées. Donc, on a des données de bonne qualité pour pouvoir entraîner les modèles dessus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.